Good Morning Business, le débat. On a des chiffres à détailler ensemble ce matin, ils sont plus mauvais que les uns que les autres. Mauvais sur l'automobile, mauvais sur le travail temporaire, mauvais sur le logement neuf. Est-ce que le contexte macro se dégrade? C'est la question de ce matin, Nicolas. Oui, c'est pas bon. Franchement, c'est pas bon. Quand on regarde, il y avait déjà des choses qui étaient bien engagées. La crise de la construction, c'est plus la peine de la raconter. Ça fait maintenant un petit moment qu'elle est là. Et le problème de ce secteur, qui est un secteur clé, c'est que quand il est en très fort ralentissement, son redécollage prend beaucoup de temps. Donc c'est pas... ça change pas d'un trimestre à l'autre. Vous avez parlé de l'intérim, effectivement, là on est quand même sur plusieurs mois de recul de l'intérim. Là où c'est particulier l'intérim, c'est qu'on considère que c'est un poste avancé de l'ensemble du marché de l'emploi. Et d'ailleurs, si on regarde l'ensemble du marché de l'emploi, on a eu les chiffres de l'INSEE vendredi au deuxième trimestre et on est sur un recul des créations d'emplois salariés dans le privé. En fait, le seul secteur qui continue à créer de l'emploi aujourd'hui, c'est le secteur public, mais plus le secteur privé. On a eu aussi les ventes de voitures neuves au mois d'août. Là aussi, c'est un très fort recul, une baisse de 24%. On a ce matin un cri d'alarme du secteur du transport routier. L'union patronale du transport routier fait état d'un niveau historique de défaillance d'entreprises observé au deuxième trimestre. Vous avez eu 603 entreprises du transport routier qui se sont retrouvées en procédure devant un tribunal de commerce. D'ailleurs, globalement, on a retrouvé des niveaux de défaillance d'entreprises qui ont dépassé la moyenne de long terme. Autant pendant Covid, on était très en dessous, 55 000 par an à peu près. Là, on sera largement au-dessus des 60 000 pour l'année. Donc ça aussi, c'est quand même un chiffre qui s'inscrit dans tous ces signaux qui sont en train de virer au rouge. On apprend de la part de Bercy qu'on s'attend à un dérapage des comptes des collectivités locales 2 fois supérieur cette année à celui de 2023. Pourtant, je rappelle que normalement, une collectivité locale n'a pas le droit de terminer une année en déficit pour ses dépenses courantes. Elle a le droit d'avoir une dette, mais pas de terminer l'année en déficit pour ses dépenses courantes. Donc là, 10 milliards de trous anticipés en 2024, après 5,5 milliards en 2023, il y avait 3 milliards d'excédents en 2022. Et puis bien sûr, quatrième année de suite en 2024 où on va avoir un déficit qui dépasse 5% du PIB. Ça fait beaucoup, hein, 4 années au-dessus de 5. Le cap J'espère que vous avez digéré tout ça, il n'y a rien qui va. Le cap des fameux 3 000 milliards d'euros de dette qui lui maintenant est largement franchi, c'est même plus un chiffre symbolique, on est très largement au-dessus. Et puis là, on n'est même pas à mi-année, enfin si, on est à mi-année, mais on est à la rentrée, on se rend compte qu'on a déjà un manque à gagner fiscal pour l'année en cours. Il est vrai que la croissance du deuxième trimestre a été révisée à la baisse par l'INSEE, de 0,1 point. Et automatiquement, ça réduit l'acquis de croissance du milieu d'année. Les créations d'emplois, j'en ai parlé. Les marges des entreprises, 33% en 2023. On est en dessous des 31% pour les marges des entreprises. Et puis on a un phénomène qui est le recul de l'inflation. Alors on se réjouit du recul de l'inflation. C'est bon pour les ménages, c'est bon pour leur pouvoir d'achat. C'est aussi une bonne nouvelle à la limite pour l'État parce que ça va freiner les mécanismes d'indexation qui automatiquement coûtent de l'argent. Mais les indicateurs de conso sont pas bons. Quand vous indexez des pensions de retraite ou des prestations sociales sur l'inflation, plus elle est élevée, plus les dépenses sont importantes. Seulement, effectivement, c'est un mécanisme qui va freiner les recettes de TVA. Ça participe d'ailleurs au manque à gagner fiscal qu'on a commencé à observer. Et puis, c'est aussi l'espèce de mécanisme qui freine le fameux ratio dette sur PIB, puisque l'inflation va vous gonfler votre PIB. Vous avez ce phénomène d'affichage pour la dette sur PIB qui est moins efficace. Voilà. Et donc, quand j'observe tout ça, après, je pourrais vous trouver des choses qui vont pas si mal que ça. Mais quand j'observe tout ça, je me dis que là où on est dans une espèce de flou politique, on ne sait pas où on va. Si on doit faire un choix de doctrine globale, il faut, à mon avis, garder cette fameuse politique de l'offre dont on a tant parlé ici. Et puis après, tous les éléments mis bout à bout peuvent donner des arguments à ceux qui demandent instamment une baisse des taux d'intérêt de la part de la BCE, parce que là, on a quand même des éléments de ralentissement. Pourtant, tous les conjoncturistes vous disent que 2025, la prévision de croissance sera plus élevée. La réunion BCE, c'est la semaine prochaine. Sera plus élevée en 2025. À 7h30, on reviendra sur la question des recettes. Pourquoi ça ne rentre pas dans les caisses de l'État avec Thomas Asportas. Mais la question pour vous, Jean-Marc, c'est le cycle. On en est où là? Eh bien, écoutez, dans le cycle, effectivement, on n'est pas très bien positionné. Donc, l'indicateur de cycle qui est calculé par l'OCDE, qu'on appelle l'ICA, cet indicateur est mauvais sur les pays du G7. Ils suivent très bien les pays du G7. Il y a 4 pays qui sont plutôt dans une phase d'accélération, puis il y a 3 pays qui sont dans une situation un peu moins favorable, qui sont le Canada, l'Italie, et le pays qui est le plus en situation de ralentissement cyclique, c'est la France. Et alors c'est pas nouveau quand on regarde, puisque le cycle par définition c'est sur assez long terme. Alors on nous parle beaucoup des élections, des Jeux Olympiques et tout ça, mais la situation commence à se détériorer dès la fin de l'année dernière, et à partir de février, on voit qu'effectivement le cycle n'est plus au rendez-vous et que la situation est ce que vient de décrire Nicolas, c'est-à-dire un ralentissement qui est en train de se mettre en place.
passe. Alors il y a quand même deux éléments positifs dans tout ça. Le premier élément, c'est l'inflation. Moi, je regrette pas la disparition de la hausse des prix, puisque de toute façon, il n'y a pas eu d'inflation. Oui, Je regrette la disparition de la hausse des prix. Les podcasts de l'année. Voilà. Donc le fait qu'on soit en dessous de 2%, donc normalement on verra, la BCE doit réagir parce que ça ne concerne pas que la France. L'Allemagne et l'Espagne sont aussi dans la même situation. Et puis le deuxième élément, c'est qu'effectivement vous avez un redressement de nos comptes extérieurs qui sont liés à ce ralentissement de l'activité économique, le déficit du commerce extérieur, le déficit de la balance commerciale, stricto sensu, hein, pas de la balance des paiements courants, mais qu'on vient d'établir pour le premier semestre, et de 40 milliards d'euros, alors que ça fait donc un déficit annuel envisagé de 75 à 80 milliards, alors qu'on craignait qu'on soit encore aux alentours de 100 milliards. Donc il y a quelques éléments qui sont positifs, mais effectivement, il faut attendre. Donc le prochain indicateur au CDE ICA, ce sera vendredi. Donc on verra exactement comment anticipe l'OCDE, mais la situation n'est pas brillante. Néanmoins, puisque nous sommes lundi, Oui, parlons latin. Dum spiro. Il faut toujours traduire. Et ce qui veut dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ah oui, il y avait une on en est là quand même. Oui. Attends qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Les temps sont durs, Jean-Marc. Hein. Les temps sont durs. Non, il y avait une corde de rappel. D'ailleurs, plus que Bercy, les économistes tablaient beaucoup sur cette corde de rappel, notamment dans les perspectives de l'OFCE. C'était, on va assister à un mouvement de désépargne des ménages. Parce que là, les bas de laine des ménages, la France manque d'épargne. C'est plutôt la déconsommation. Mais les bas de laine des ménages sont à des niveaux qu'on n'avait pas l'habitude de voir. On est encore largement au-dessus d'un taux de 17%. Et en fait, non. Et ben en fait, pas du tout. Non. Ils ont la trouille. Ils se préparent pour payer des impôts. Oui, alors. Il y a de l'équivalence ricardienne. L'équivalence ricardienne. Le truc, c'est qu'on a l'impression qu'on est un peu passé C'est à encore Jean-Marc particulier. Daniel qui avait raison. Il y a équivalence ricardienne. En fait, qu'il fasse beau ou qu'il vente, on a l'impression qu'il y a quand même toujours un phénomène de prudence. Vous avez vu le taux d'épargne, le bas de laine des Américains, c'est 3%. Nous, on a l'habitude d'être à 15%. Et là, on est à plus de 17%. Et il ne s'est pas produit ce mouvement de Il reste 30 désépargne. secondes. Jean-Marc Daniel, vous connaissez Bernard Cazeneuve? Vous n'avez pas été à l'école avec lui? Non, je n'ai pas été à l'école avec lui. Je l'ai croisé à diverses reprises. Et c'est quand même le Premier ministre qui a eu le plus fort taux de croissance trimestrielle pendant son exercice. C'est pas vrai? Vous avez calculé ça? J'ai regardé ça depuis le début du siècle. Mais c'est grâce à lui ou ça n'a rien à voir? Non, ça n'a strictement rien à voir avec lui, c'est le cycle. Mais enfin, au moins, il a de la chance, puisqu'il était là au bon moment. Il était à la toute fin de Hollande. Hein. Bah oui, il a eu le meilleur trimestre. Le premier trimestre de 2017 a été depuis 2001 le trimestre où il y a eu le plus de croissance. Merci à tous les deux. Je pense qu'il y a un économiste en France qui a vu ce chiffre. Oui, c'est Jean-Marc Daniel. C'est Jean-Marc Daniel.